Donc, je suis Michel Buisson, agroéconomiste en retraite depuis une dizaine d'années. Et depuis une dizaine d'années, je travaille à divers titres dans différents réseaux sur la question de la souveraineté alimentaire, des politiques agricoles, etc. Et c'est suite à ces activités que je viens de rédiger, qui est Conquérir la souveraineté alimentaire, qui est en cours de qui vient d'être publié par l'Harmattan. Alors pourquoi ce livre? Pourquoi Conquérir la souveraineté alimentaire? Pourquoi conquérir d'abord? Beaucoup de gens utilisent, beaucoup d'organisations utilisent le terme de souveraineté alimentaire comme si c'était quelque chose d'acquis, sur lesquels il n'y avait plus besoin pratiquement de se battre puisqu'elle était réalisée. C'est hélas pas vrai du tout, puisque la souveraineté alimentaire s'est plutôt fortement dégradée depuis 1994 avec les accords de l'OMC, auparavant avec les accords sur tout ce qui a tourné autour de l'ajustement structurel, surtout les programmes d'ajustement structurel, dans tous les pays endettés du Sud pratiquement, qui ont brisé la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire la capacité des États à choisir leur politique agricole et alimentaire, ceci ayant été cassé définitivement par les accords de l'OMC en 1994, puis les politiques de la Banque mondiale, du FMI, etc. Alors, l'idée de ce livre, c'est que, première idée de ce livre, c'est de repartir de tout ce qui a été proposé, avancé, réalisé autour de cette notion de souveraineté alimentaire. Alors, la souveraineté alimentaire apparaît en 1996 au sommet mondial de l'alimentation organisé à Rome par la FAO, et la souveraineté alimentaire est proposée à ce moment-là contre l'idée que la libéralisation des marchés qui venait d'être obtenue en 1994 lors des accords de l'OMC sauverait le monde et réglerait la question alimentaire. Et à ce moment-là, les organisations paysannes réunies dans la Via Campesina, qui avait été créée en 1993, a au contraire proposé cette idée extrêmement importante et intéressante de la souveraineté alimentaire qu'on peut définir comme le droit des États, au nom de leur peuple, ou des régions au nom des États qui les constituent, de choisir sa politique agricole et alimentaire en fonction de ses potentiels, en fonction de ses cultures, et sans nuire à l'agriculture et l'alimentation des autres pays, c'est-à-dire principalement sans dumping. Ça, c'était 1996, et cette idée était également à l'encontre donc de tout le mouvement de libéralisation à ce moment-là. Cette idée a vécu son chemin, a progressé, a atteint de nombreux pays et de nombreuses organisations, mais la souveraineté alimentaire en tant que droit des pays n'est toujours pas obtenue. Donc, première idée, pour conquérir cette idée, il faut retisser, remettre ensemble tout ce qui a été acquis au niveau du paradigme, c'est-à-dire la grande idée d'un système alimentaire et agricole complètement différent de celui qui domine actuellement, le concept, c'est-à-dire la capacité d'organiser d'autres règles de commerce et de politique agricole, et les pratiques d'autonomie en lien avec cette souveraineté. Donc première idée, repartir de toute cette force accumulée, de toutes ces idées, de toutes ces expériences, pour aller au niveau international notamment, et au niveau national pour des politiques, au niveau international pour bâtir une autre architecture juridique en matière agricole et alimentaire, avec, pour commencer, un droit à la souveraineté alimentaire à l'ONU, et derrière d'autres accords commerciaux, remplaçant les accords commerciaux actuels sur l'agriculture et l'alimentation, d'autres accords nouveaux sur le droit, pour limiter le droit des multinationales, et un autre pour régler les marchés. Donc tout ça, c'est un peu ce qui constitue la base du livre. L'autre élément de la base, l'autre base du livre, c'est tout ce qui tourne autour de l'agriculture et de l'alimentation que permettrait cette souveraineté alimentaire, agriculture et alimentation qui sont à la fois le produit de la souveraineté alimentaire, mais qui en sont aussi la condition. C'est-à-dire que
Si on veut éviter le retour de l'agrobusiness et tout ce qui comporte, il faut que se développent des agricultures de type paysanne, familiale durable, des circuits autonomes dans les pays, etc. Pour parvenir à cette souveraineté, il faut effectivement mener des batailles qui seront difficiles, puisqu'on se heurte aux États puissants, on se heurte aux multinationales. L'idée que je propose, mais on pourra y revenir, c'est qu'il y a actuellement des forces suffisantes, il y a des idées et des propositions en qualité suffisante pour progressivement convaincre un certain nombre d'États, de gouvernements, de plaider d'autres choses au niveau de l'ONU pour après pouvoir obtenir d'autres choses à l'OMC. Donc on va peut-être pouvoir revenir un peu sur ces deux volets, sur l'architecture juridique et sur la stratégie nécessaire. Sur l'architecture juridique, donc actuellement, il y a, en termes de droit, on a le droit à l'alimentation, qui est un droit des individus face à leurs États, qui est un droit à une alimentation adéquate, c'est-à-dire répondant à tous les critères de nourriture, d'alimentation, de santé, de culture. Il y a notamment pour ça un rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation à l'ONU, qui est M. De Scutter actuellement, qui a bien voulu faire une des préfaces de mon livre, et il y a peu de choses à côté de ça, si ce n'est les accords de l'OMC que je dénonçais tout à l'heure. Donc l'idée de cette nouvelle architecture, je suis parti des travaux d'une grande juriste française, Mireille Delmas-Marty, qui elle dit on ne peut pas reconstruire un droit seulement onusien, ce qui serait l'idéal à terme. Il faut, dans le temps actuel, dans le temps qui vient, construire une architecture de type pluraliste, c'est-à-dire renforcer les droits du côté de l'ONU, pour ensuite arriver à bâtir d'autres droits dans la sphère de l'économie. Donc, la base, là, serait un droit à la souveraineté alimentaire obtenu sous forme de convention à l'ONU, comme il existe des déclarations sur le droit au développement, etc. Et à partir de là, faire en sorte qu'on modifie les accords actuels de l'OMC pour, éventuellement dans une autre instance qui serait plus l'OMC, pourquoi pas à la FAO, etc., mais pour l'instant c'est difficile, avoir donc 3 nouveaux accords, des accords sur le commerce généraux, qui remplaceraient les accords actuels, un accord sur la régulation des marchés et un accord sur le droit des multinationales. Voilà un petit peu, en termes d'architecture juridique, ce qu'il faudrait obtenir. Ça suppose effectivement, deuxième point que je veux développer, un petit peu d'envisager une stratégie adéquate, sachant, comme j'ai dit, que ça sera effectivement très difficile. Le premier point, c'est de montrer qu'il existe un autre avenir possible, c'est-à-dire imaginer collectivement et avec les gouvernements, les États, quelque chose qui puisse apparaître comme un futur positif pour lesquels il est possible et efficace de se battre. C'est aussi un peu l'objet du livre, c'est de montrer qu'on peut élaborer d'autres règles et peut-être les obtenir. Donc, montrer que des choses nouvelles sont possibles. Deuxième chose, sont envisageables. Deuxième chose, c'est montrer que cet autre système fondé sur la souveraineté alimentaire est avantageux pour beaucoup de monde, du point de vue alimentaire, du point de vue agricole, et y compris du point de vue climatique et du point de vue environnemental. Donc l'humanité a beaucoup à gagner à conquérir la souveraineté alimentaire sur tous ces plans, et il devrait être possible, vu la force des mouvements populaires dans le monde, de mettre un peu à plat et à bas le pouvoir des États puissants tels les États-Unis, l'Union européenne et les firmes multinationales. Donc il s'agit de construire progressivement une stratégie avec un contenu et une mobilisation, articulant à la fois une mobilisation populaire autour de la Via Campesina, qui est vraiment l'organisation pilier de la conquête de la souveraineté alimentaire, mais avec beaucoup d'autres organisations pour petit à petit grignoter des choses, mobiliser des États. Et notamment, une des idées qui est défendue, mais je ne suis pas le seul à la défendre, c'est soit la réglementation évolue dans le sens de la souveraineté alimentaire, soit elle n'évolue pas, et si elle n'évolue pas, il y a 2 possibilités pour les gouvernements qui sont intéressés par la faire évoluer. La première, c'est, ça devrait être notamment le cas en Afrique de l'Ouest, choisir d'autres règles
appliquer d'autres droits de douane et faire évoluer la réglementation au niveau notamment de la communauté économique des pays de l'Ouest africain. La deuxième possibilité, c'est imposer un blocage à l'OMC. Vous me direz, l'OMC est déjà bloqué, mais il faudrait bien en sortir. Donc dire, on ne négociera à nouveau à l'OMC que s'il y a un engagement très net d'arrêter l'application des règles actuelles, un moratoire qui permette d'établir un bilan complet des conséquences des règles actuelles pour progressivement en mettre d'autres en place.